Nous avons un ordre du jour chargé, donc je passerai d'emblée à la partie scientifique de cette séance en introduisant le professeur Michel Morange, qui est professeur de biologie à l'École normale supérieure et à l'Université Pierre et Marie Curie de Paris. Il a effectué des recherches en enzymologie puis en biologie du développement et il dirige actuellement le Centre Cavaillès d'histoire et de philosophie des sciences de l'École normale supérieure. Il est un spécialiste de l'histoire de la biologie au XXe siècle. Il a fait des publications et des livres remarqués et remarquables dans le domaine, comme l'histoire de la biologie moléculaire, la part des gènes, publié chez Odile Jacob, La vie expliquée 50 ans après la double hélice, aussi chez Odile Jacob, Les secrets du vivant contre la pensée unique en biologie, La vie, l'évolution et l'histoire, aussi publié chez Odile Jacob, et Au Seuil, une histoire de la biologie. C'est un honneur pour nous de le recevoir aujourd'hui, et c'est avec plaisir que je lui donne la parole. Merci beaucoup. Monsieur le Président, mes chers collègues, merci beaucoup. Merci de l'honneur que vous me faites, du très grand honneur que vous me faites en m'accueillant dans votre compagnie. Merci pour cette très gentille introduction. Comme cela vous a été dit, j'ai associé pendant ma vie académique une activité de recherche en biologie, d'abord en biochimie, plutôt en enzymologie, puis en biologie moléculaire et biologie du développement, à une réflexion sur les grandes transformations de la pensée biologique, en particulier au XXe siècle, mais pas uniquement, réflexion à la fois historique, philosophique. Et j'ai pensé que l'épigénétique était probablement un bon domaine pour réfléchir à ces transformations et réfléchir avec vous à certains aspects de ces transformations. Alors, je vais justifier un petit peu le titre que j'avais donné ici, un mauvais procès, parce que il y a trois aspects dans l'épigénétique. La première, c'est qu'on l'oppose souvent à la génétique. Il y aurait donc une opposition entre les disciplines. La deuxième, c'est que l'épigénétique serait appelée à remplacer la génétique. Et la troisième, c'est que la génétique serait caractérisée par le déterminisme et l'épigénétique nous libérerait. Et ce sont ces trois affirmations que je voudrais discuter avec vous, car elles me semblent un peu contestables. Alors, on m'avait demandé de faire une brève introduction, je ne sais pas si c'est nécessaire, mais pour vous rappeler que l'épigénétique aujourd'hui, c'est essentiellement l'étude de certaines modifications, soit de l'ADN, la méthylation, soit des protéines qui entourent l'ADN, comme les histones, pas unique, mais modification relativement limitée de l'ADN. Par contre, un très grand nombre de modifications des histones sur différents résidus des chaînes d'histones. La modification de l'ADN conduit, dans la plupart des cas, à l'inhibition de l'expression de l'activité des gènes, alors que les modifications des histones peuvent avoir des effets très divers. Alors, c'est un domaine tout à fait actif et tout à fait intéressant de la recherche biologique actuelle, d'une part parce que ces mécanismes épigénétiques jouent un très grand rôle en biologie du développement dans la différenciation cellulaire et le développement embryonnaire, également parce qu'il y a des anomalies de ces mécanismes qui peuvent être responsables de pathologies, j'y reviendrai, mais il y a des phénomènes épigénétiques qui sont aussi à la base de deux phénomènes très importants, l'empreinte génomique et également, vous savez, les difficultés qu'il y a au clonage, puisque le clonage implique qu'une cellule différenciée avec ses marques épigénétiques doit revenir en quelque sorte à son état primordial, et donc un des événements majeurs du clonage, c'est cette reprogrammation épigénétique, et c'est sans doute parce qu'elle ne se passe pas toujours bien que le succès du clonage est si limité. Alors, les phénomènes épigénétiques sont aussi responsables d'un ensemble de phénomènes qui avaient été observés depuis longtemps par les généticiens, comme les paramutations ou des particularités très spécifiques, par exemple chez les paramécies, où il y a deux noyaux
un noyau, un micronoyau qui produit, qui est actif, et un macronoyau qui contient l'information génétique, et le passage de l'un à l'autre est aussi régulé par des modifications épigénétiques. Et puis, comme je le disais précédemment, il y a le domaine de la pathologie qui pourrait bénéficier des travaux en épigénétique, sur ces régulations, ces modifications épigénétiques, le cancer ou ce qu'on appelle les épimutations, c'est-à-dire les modifications des marques épigénétiques, pourraient jouer un rôle comparable à des mutations génétiques, et puis un ensemble de maladies complexes ou de symptômes ou de syndromes complexes qui pourraient, pense-t-on, être éventuellement dus à des modifications épigénétiques bien plus qu'à liées à des formes géniques particulières. On a beaucoup entendu parler ces dernières années de la dépression ou de l'autisme qui pourrait être sous-tendu par un mécanisme épigénétique, et puis évidemment le phénomène du vieillissement qui lui aussi pourrait impliquer des modifications épigénétiques. Il y a un aspect dans l'épigénétique qui a particulièrement intéressé, c'est le fait que les marques épigénétiques sont sensibles à l'environnement. L'environnement étant de trois ordres d'ailleurs, l'environnement toxique, on sait par exemple que des perturbateurs endocriniens peuvent modifier les marques épigénétiques, l'environnement nutritif, la nourriture, et c'est un sujet très d'actualité, vous le savez, puisque la nourriture que par exemple on reçoit à l'époque précoce de sa vie pourrait avoir des conséquences au cours de la vie à plus long terme, et ceci pourrait être médié en particulier par des phénomènes épigénétiques, et puis l'environnement comportemental. Ceci a été fait chez des animaux comme les rats. Le comportement, par exemple, de la mère peut modifier les parcs épigénétiques de ses petits, et cette modification pourrait à son tour modifier le comportement de ces organismes. Et je voulais vous mentionner aussi les travaux très intéressants sur les colonies d'insectes, où la spécialisation entre les différentes activités au sein de la colonie pourrait résulter de modifications épigénétiques. Donc vous voyez, c'est un domaine divers et qui suscite beaucoup d'intérêt. Mais il y a, comme je le disais au début, il y a plus dans l'épigénétique. Et plus pour le grand public en particulier, mais aussi parfois pour un certain nombre de biologistes et de médecins. L'épigénétique, donc, serait appelée à remplacer la génétique. L'épigénétique signerait la fin du déterminisme génétique, et l'épigénétique pourrait nous contraindre à abandonner le mécanisme darwinien de l'évolution. Alors pourquoi cette troisième affirmation? Eh bien parce que, comme je vous l'ai dit, les marques épigénétiques étant modifiables par l'environnement et dans certains cas au moins pouvant être transmises à la descendance, dans certains cas et chez certaines espèces, eh bien on pourrait imaginer un mécanisme lamarckien d'évolution. Alors, je vais illustrer, si vous voulez, ces rêves ou ces espoirs par deux images qu'on trouve sur Internet, comme beaucoup, on en trouve beaucoup d'autres. Mais ici, vous voyez l'épigénétique, comment votre esprit contrôle l'expression de vos gènes. Phrase assez forte. Et alors celle-ci que j'aime beaucoup, qui représente l'évolution humaine, vous savez, elle est hyper classique, mais en même temps, l'épigénétique arrive au milieu de ce processus et semble avoir joué un rôle, on ne sait pas exactement quel rôle, mais elle a joué un rôle dans l'évolution humaine. Et ça, c'est aussi quelque chose que vous trouvez beaucoup dans cette littérature un peu grise sur l'épigénétique. L'épigénétique serait, d'une certaine manière, peut-être l'explication de la spécificité humaine. Alors, en fait, je pense que ces affirmations sont un petit peu excessives. D'abord, souvent, elles reposent sur des travaux dont les résultats ont été trop vite généralisés. En particulier, je reviendrai sur ce point, parce qu'on ne peut pas généraliser l'effet des modifications épigénétiques. Il semble qu'il y ait une très grande différenciation, diversité des mécanismes épigénétiques dans le domaine du vivant. Et puis, elle souligne trois points particuliers que je vais discuter un peu plus longuement. Le premier point, c'est que le mot épigénétique a un sens ambigu, et que cette ambiguïté marque souvent les travaux, et surtout la diffusion de ces travaux en épigénétique. Deuxièmement, je voudrais discuter avec vous un petit peu le déterminisme génétique pour montrer que finalement c'est une image souvent ancienne, naïve, un peu dépassée
qui est celle que le grand public a du déterminisme génétique. La troisième, c'est que l'épigénétique souligne les difficultés qu'il y a dans les processus complexes à déterminer ce qui est la cause et ce qui est l'effet. Et la quatrième, c'est que, en fait, et j'insisterai dessus, la génétique et l'épigénétique ne sont pas la même chose et ne font pas la même chose, n'ont pas le même rôle dans l'organisme. Alors, premier point, le terme lui-même, épigénétique, dont l'origine, comme vous le savez sans doute, en fait est dans l'épigénèse, c'est-à-dire un mécanisme de construction progressif de l'embryon. Et il faut remonter au XVIIe siècle pour comprendre un peu un des sens modernes de l'épigénétique. Au XVIIe siècle, vous savez, il y a une autre théorie concurrente qui apparaît, c'est la théorie de la préformation. Les organismes seraient déjà préformés ou dans l'ovule ou dans le spermatozoïde, et vous avez là un petit dessin très représentatif de Nicolas Hartsocker à la fin du XVIIe siècle, où il croit voir, ou plutôt il imagine, la présence d'un organisme tout développé dans la tête du spermatozoïde. Et au début du XXe siècle, lorsque la génétique apparaît, beaucoup la considèrent comme un retour du préformationnisme. Les caractères des organismes sont contenus dans leurs gènes, et donc sont déjà préformés. Et on va prendre l'habitude de parler à ce moment-là d'épigénétique pour dire que c'est un processus qui n'est pas génétique, qui n'est pas déterminé par les gènes. Et c'est comme ça qu'au moins deux sens vont se développer et restent toujours actuels. C'est en neurobiologie l'expression, le fait que l'on dise que, par exemple, la formation des synapses est épigénétique pour dire qu'elle n'est pas codée par le génome, mais qu'elle est déterminée par le fonctionnement précoce du système nerveux. Et puis aussi, dans l'expression hérédité épigénétique, où on veut dire que c'est une hérédité qui ne repose pas sur les gènes. Alors on désigne par épigénétique aussi, on a vu ces modifications particulières de l'ADN et de la chromatine. Il y a un troisième sens qui est apparu dans les années 50, et dont David Nannet est le responsable, qui était de dire que épigénétique, ce qui ressort du contrôle de l'activité des gènes, alors que la génétique s'intéresserait à la nature des produits des gènes. Et puis, vous voyez donc de multiples significations. Et puis à cela, il faut rajouter la paternité de Conrad Waddington dans la naissance de l'épigénétique, qui, quel que soit le mérite scientifique de Conrad Waddington, est un peu discutable, puisque Conrad Waddington a plutôt fondé, si on veut lui attribuer le rôle de père fondateur, ce qu'on appellerait aujourd'hui la génétique du développement, bien plus que l'épigénétique. Alors ces confusions ne sont pas sans conséquences. Parce que, par exemple, on entend souvent dire « Ah ben, tel phénomène est épigénétique, il est transmis aux descendants et ce n'est pas dépendant des gènes. » Mais ça ne veut pas dire qu'il est épigénétique au sens moderne, qu'il est dû à des modifications épigénétiques. On a en permanence ce genre de glissement dans la signification des termes. Pas chez les spécialistes, mais je veux dire souvent dans la répercussion qu'il y en a auprès du grand public. Alors, le deuxième point que je voudrais discuter, c'est le déterminisme génétique. Parce que l'épigénétique semble apporter la solution à un déterminisme génétique souvent considéré comme inacceptable. Alors je crois que le déterminisme génétique, son âge d'or, a été au début du XXe siècle, finalement à une époque où on ne savait pas ce qu'était le gène et on ne savait pas ce qu'il faisait. Et c'est, à mon avis, normal, puisque quand on ne sait pas, on peut attribuer des propriétés extraordinaires aux gènes. On pouvait parler des gènes qui étaient responsables d'un processus complexe. Il me semble qu'avec la molécularisation de la biologie, cette possibilité d'attribuer aux gènes une fonction particulière, une fonction complexe particulière, finalement a disparu puisque tous les processus complexes ont été montrés impliquer l'activité de très nombreux gènes. Alors, je ne veux pas dire, le déterminisme génétique demeure dans le fait que certaines mutations, par exemple, peuvent avoir des conséquences précises, anticipables, mais ce que je combattrai, disons, ce à quoi je m'oppose, c'est un déterminisme génétique qui dirait qu'un gène ou un ou deux gènes peuvent être responsables de processus absolument complexes. Et parce que la réalité moléculaire de l'analyse montre qu'en général, même dans tous les cas, un grand nombre de gènes participent à la réalisation de ces processus. Et ceci conduit à un autre aspect du déterminisme génétique qui finalement a disparu avec la molécularisation.
c'est que même si c'est un individu particulier, imaginons qu'il a des capacités extraordinaires, ceci est peut-être dû, outre les effets de l'environnement de l'éducation, mais pourrait être dû à une conjonction particulière de formes génétiques. Ce déterminisme génétique ne sera pas transmis à la descendance, parce que cette combinaison de formes génétiques a peu de chances de passer d'une génération à l'autre, elle sera dispersée lors de la génération. Donc le déterminisme génétique, au fond, on peut le combattre, au moins sous ses formes naïves, et on n'a pas besoin de l'épigénétique pour cela. Et j'ajouterais, est-ce vraiment une libération, l'épigénétique? L'épigénétique nous dit que par l'environnement, on pourrait changer l'action de nos gènes. Imaginez dans 20 ou 30 ans des enfants qui feraient un procès à leurs parents parce qu'ils viennent de développer une maladie, et ils disent que leurs parents auraient pu leur éviter cette maladie, par exemple en leur apportant une nourriture appropriée ou en leur faisant faire de l'exercice, chose qu'ils n'ont pas fait. Donc je pense que l'épigénétique fait retomber la responsabilité, non pas sur la nature, on pourrait dire avec la génétique, mais sur nos comportements, ce qui sans doute ne sera pas plus facile à supporter. Alors je voulais discuter un troisième point qui est la causalité épigénétique, et qu'est-ce qui est la cause, qu'est-ce qui est l'effet. C'est une difficulté en épigénétique, mais qui n'est pas propre à l'épigénétique, qui est propre à tous les systèmes complexes. Si vous observez par exemple la formation de marques épigénétiques ou leur modification dans un processus particulier, ceci ne prouve pas que c'est la modification de ces marques épigénétiques qui est responsable du processus. Ça peut être la conséquence d'autres événements. Et c'est très difficile souvent de savoir qu'est-ce qui est la cause, qu'est-ce qui est la conséquence. De même, si des marques épigénétiques sont reproduites en permanence, rien ne prouve que ce soit elles qui entraînent leur reproduction. Ce sont des difficultés que tous les chercheurs rencontrent, mais qui, malheureusement, sont souvent oubliées. Et le dernier point que je voudrais discuter, c'est la génétique et l'épigénétique ne font pas la même chose. D'abord, dans les années 2000, on a beaucoup parlé d'un code épigénétique. L'idée, c'était que ces modifications complexes, par exemple des histones, on devait pouvoir trouver des règles qui permettraient de prévoir leurs conséquences sur l'expression des gènes. Et d'une certaine manière, on opposait le code épigénétique au code génétique, ou on en faisait un deuxième code, aussi important que le code génétique. Je pense que finalement, cet usage du terme de code était sans doute malheureux, parce qu'il mettait sur le même plan la génétique et l'épigénétique, alors qu'il s'agit de processus différents et complémentaires, et non pas opposés. Deuxième caractéristique de l'épigénétique qui l'oppose à la génétique, c'est que le code génétique, à quelques exceptions très minimes, est universel. Si vous regardez les modifications épigénétiques dans le monde vivant, ce n'est pas du tout le cas, elles sont distinctes. Et en particulier, par exemple, chez les végétaux, il y a des phénomènes épigénétiques qui sont bien démontrés, transmissibles, etc. Mais on ne retrouve pas la même chose chez les mammifères, chez certains organismes comme les ciliés, il y a aussi des phénomènes épigénétiques particuliers. L'histoire évolutive de l'épigénétique n'est pas du tout celle du code génétique, un accident congelé, comme disent les Anglais et les Américains. L'épigénétique, au contraire, c'est une invention permanente, une utilisation permanente d'outils pour éventuellement modifier, réguler l'expression des gènes. Et puis la dernière chose, c'est que l'épigénétique contrôle l'activité des gènes, mais la nature des gènes, elle ressort de la génétique. Il y a bien je connais des collègues qui ont essayé de faire des scénarios pour montrer que des phénomènes épigénétiques pourraient provoquer un changement, par exemple, de la structure des gènes. Alors, on peut imaginer des scénarios très complexes. Si l'épigénétique affecte l'épissage, alors dans ce cas-là, le produit du gène sera de nature différente. On peut, mais néanmoins, la séparation, la distinction est vraiment là. La génétique ne peut pas être remplacée par l'épigénétique. Alors, je voudrais deux conclusions. La première, évidemment, comme je l'ai dit, l'épigénétique est un domaine passionnant. Et je pense qu'il va y avoir beaucoup de travaux et qui vont révéler des nouveaux mécanismes épigénétiques particulièrement importants, par exemple pour la différenciation et le développement. Et je ne serais même pas surpris si certains mécanismes, effectivement, d'hérédité épigénétique par ces mécanismes ou de nouveaux mécanismes, étaient révélés.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que je pense que maintenant nous avons de nouveaux outils. Alors on parle beaucoup de CRISPR-Cas9, vous savez. Effectivement, CRISPR-Cas9 peut être un outil, par exemple, qui permet de mettre des marques épigénétiques à des endroits précis du génome pour voir si elles ont un effet déterminant. Donc, on a des outils qui apporteront des réponses. Mais supposez même que l'on ait, par exemple, montré une hérédité épigénétique, cela ne me gênerait absolument pas, et ce serait au contraire, je pense, un résultat très intéressant, mais ce ne serait pas une raison pour dire que la génétique, il faut tourner la page de la génétique, ou pour dire que l'hérédité darwinienne, le mécanisme darwinien et le mécanisme darwinien d'évolution a disparu. Ce serait simplement un complément. Et ma dernière diapositive, je voudrais la consacrer un peu à ce que révèle l'épigénétique. Je pense que ce que j'ai appelé l'hubris épigénétique au sens d'Aristote, c'est-à-dire une sorte d'excitation qui n'était pas toujours peut-être suffisamment contrôlée au niveau rationnel. Elle a révélé un certain nombre de comportements qui, à mon avis, se répéteront, parce qu'ils sont liés à notre époque, liés au rôle des médias, liés aux attentes du public, et dont nous devons nous méfier. Alors, premier élément, on a entendu des spécialistes de l'épigénétique dire qu'on n'avait pas découvert les phénomènes épigénétiques parce qu'on ne les avait pas cherchés. Phrase dangereuse, parce qu'elle suggère qu'on découvre ce que l'on cherche, et donc on découvre non pas ce qui existe, mais ce que nous voulons qui existe. Or, et ce n'est, je pense, pas le cas. Les généticiens, par exemple, avaient révélé certains phénomènes épigénétiques, comme les paramutations, le fait qu'un gène peut être affecté par l'autre forme de gène porté par le même organisme. Donc, ils avaient été vus. Et s'ils ont été absents des études, je crains malheureusement que ce soit parce qu'ils ne sont pas toujours aussi présents que certains partisans de l'épigénétique le disent. La deuxième critique était de dire on ne les a pas vus parce que les biologistes utilisent des modèles, les biologistes et les médecins utilisent des modèles, et ces modèles ne sont pas les bons modèles, c'est des modèles tellement sélectionnés, tellement entretenus dans les laboratoires qu'ils ont perdu leur vertu. Or, oui, ce sont des modèles, donc tout modèle a ses faiblesses, mais néanmoins, je pense que ce n'est pas de bons raisonnements à obtenir parce que finalement, ils relativisent, de telles suggestions relativisent la valeur de la connaissance scientifique. Alors, deuxième aspect, c'est le goût de la révolution. Il y a un goût très fort aujourd'hui dans le public, mais aussi dans les scientifiques et les médecins, pour les révolutions de la connaissance. Ça nous vient de l'historien Thomas Kuhn, mais Thomas Kuhn, lui, il avait admis qu'il y avait eu 2 révolutions dans toute l'histoire de la physique. Aujourd'hui, on a une révolution, un changement de paradigme pratiquement tous les 10 ans. Ce goût pour les révolutions peut être dangereux parce qu'il donne au public l'idée qu'au fond, la connaissance scientifique, elle est fragile. Ce qui est vrai aujourd'hui sera faux demain. On entend souvent de ces discours et on les amène au niveau de l'enseignement, ils sont souvent répétés. La connaissance scientifique, il ne faut pas apprendre la connaissance d'aujourd'hui, ce ne sera pas celle de demain. Bon, ce qui nuit quand même à la transmission de la connaissance scientifique. Bien sûr, il y a des changements, mais attention à ne pas faire de ces changements, de ces ajouts, de ces enrichissements, des révolutions. Et puis, le dernier point, c'est que je pense que si on fait trop miroiter auprès du public des révolutions, des changements extraordinaires, que tout va être révolutionné, le déterminisme génétique va disparaître demain, etc., on risque d'avoir un effet boomerang. C'est-à-dire, c'est pas ce qui sera montré, et du même coup, auprès du public, il y aura une sorte de perte de confiance dans ce que lui disent les médecins, les scientifiques. Et je pense que les médecins sont particulièrement menacés par ça, parce qu'ils répondent souvent à des attentes fortes du public. Beaucoup de gens maintenant ont entendu parler de l'épigénétique, ont entendu parler que ça sera un remède pour des maladies génétiques, en changement de patient, etc. On pourrait tout améliorer. Et je pense qu'ils vont être soumis à cette pression très forte et risquer ainsi de décevoir d'une certaine manière des attentes. Donc mon message, ça serait attention à ne pas peut-être mettre quelquefois trop d'attention, trop de force, trop de projecteurs sur des sciences aussi intéressantes qu'elles soient, pour ne pas susciter du public à la fois ses espoirs trop grands
et sans doute à plus long terme une déception et une sorte de méfiance vis-à-vis de la connaissance scientifique. Merci. Voilà. Merci, chers collègues, pour cette réflexion en profondeur et mise en perspective. Si je pouvais ne pas vous faire les yeux, je dirais quelque chose. Monsieur Buchet, c'est à votre tâche. Merci. Nous avons le temps, peut-être, pour une ou deux questions à laquelle j'espère que vous accepterez de répondre. Y a-t-il des questions à poser à Monsieur Morange? Monsieur Blanc. Monsieur Morange, merci pour cet exposé remarquable et tellement important. Dans un contexte où nous entendons beaucoup d'espoirs qui sont pourtant rarement fondés. Dans ces espoirs, et dans les espoirs qui sont plutôt fondés, vous nous encouragez à attendre les résultats de recherche utilisant des nouvelles technologies, mais vous savez aussi que dans une série de pathologies, dans la pathogénie desquelles des mécanismes épigénétiques sont impliqués, il y a une série d'essais qui sont pratiqués en vue de modifier des marques épigénétiques avec des liposomes et autres. Pensez-vous qu'il soit trop tôt pour s'engager dans cette voie? Je pense qu'il n'est jamais trop tôt quand finalement il n'y a pas d'autre alternative. S'il y a une possibilité, pourquoi ne pas, vous le savez beaucoup mieux que moi, pourquoi ne pas utiliser éventuellement de nouvelles stratégies thérapeutiques? C'est aussi un aspect, d'ailleurs, merci de votre question, parce que je ne l'avais pas évoqué, c'est que si effectivement les modifications épigénétiques sont impliquées dans un certain nombre de pathologies, on aura à notre disposition un grand nombre de nouveaux agents thérapeutiques, puisqu'on connaît bien toutes ces enzymes de modification, et on peut espérer qu'en dessinant des inhibiteurs spécifiques, des activateurs spécifiques, on pourra jouer sur ces modifications épigénétiques. Donc, je pense, pourquoi pas, évidemment, mais c'est vous qui êtes les meilleurs juges, mais avec la prudence, mais pourquoi ne pas tester éventuellement une hypothèse si elle est possible et si c'est la seule possibilité qui reste de faire une pathologie. Donc, je pense qu'il ne faut pas se fermer a priori des portes, mais il faut savoir au fond qu'il y a encore tellement d'inconnus sur le rôle causal de ces modifications épigénétiques que les résultats ne seront peut-être pas à la hauteur des espoirs qu'ils ont suscités. Voilà, merci beaucoup. Nous devons avancer. Monsieur Morange, vous avez été élu membre étranger de notre compagnie exactement le 25 octobre 2014. Alors, c'est pour moi un plaisir, avec un peu de retard, certes, mais quand même, de vous remettre le diplôme qui consigne votre élection. Merci beaucoup. De vous remettre la médaille de l'Académie, bon, c'est noir-jaune-rouge, de vous remettre la cravate de l'Académie, et enfin la distribution des prix, et enfin le livre qui vous rappellera et qui raconte l'histoire de ce palais. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup à tous.